Donc Thomas Droguet, rédacteur à la cellule de conseil aux entreprises au sein du pôle d'action économique de la direction régionale des douanes de Reims. Alors l'intervention de ce soir, elle sera relativement simple. Quelle stratégie à l'export pour le champagne? Jean-Charles et Fabrice vous ont fait un peu rêver en vous parlant d'export. Moi, je vais casser l'ambiance. Je vais vous parler obligations, je vais vous parler réglementation et je vais vous parler paperasse. Mes excuses. Quand on parle douane, auprès des opérateurs, voilà les réponses que l'on obtient. C'est un peu malheureux, je dois bien l'avouer. Et autant tout à l'heure, Fabrice me disait que partir à l'export, c'était partir en guerre. Faire la prospection de la douane auprès des opérateurs, c'est partir en croisade. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous attend ce soir. On va essayer un petit peu de démystifier, de rendre des idées, des notions, des concepts un peu plus simples. Pourquoi? Pour qu'on parle le même langage. C'est donc pour ça que j'ai décidé de faire ma présentation en 3 points, bon, qui vont être relativement succincts, plutôt concis en termes d'information. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr. Je ne vais pas évoquer delta IE, je ne vais pas évoquer gamma 2, je ne vais pas évoquer ciel. Je vais vraiment évoquer les fondamentaux, le kit, le pas à pas. Si vous voulez partir à l'export, voilà les choses auxquelles vous devez penser avant d'y aller. Et je terminerai mon préambule par un dernier point. Ne partez pas à l'export tout seul. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez des sociétés qui sont spécialisées dans les procédures douanières. Les représentants en douane enregistrés, RDE, que vous connaissez également sous le nom de transitaire, que vous connaissez également sous le nom de broker, commissionnaire en douane, etc. Ces gens font les procédures douanières pour vous. Ils ont une maîtrise des applicatifs, des réglementations qui ne sont pas les vôtres. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que la douane, aujourd'hui, c'est devenu un métier à part entière. Tout à l'heure, on voyait la douane, c'est un tel à la compta. La comptabilité et la douane, c'est 2 matières différentes. Ça n'a rien à voir. Et malheureusement, si vous vous plantez, il peut y avoir des sanctions. Donc c'est pour ça que si on part à l'export, on fait appel à des professionnels dont c'est le métier. C'est pour ça que le premier point, et vraiment si la chose à laquelle je veux que vous pensiez en sortant d'ici, c'est vraiment assurer ces formalités export. C'est vraiment anticiper. Le deuxième point, une petite mise à jour sur les mesures américaines. Pourquoi? Les États-Unis, en 2024, c'était quand même 820 millions d'euros d'export en termes de valeur. C'est votre première destination. Même avec les nouvelles réglementations Trump, c'est encore un marché qui pompe du champagne, qui vous permet d'en envoyer pas mal. Et enfin, les États-Unis, c'est bien, mais il y a un ailleurs qui est pas mal, et donc c'est diversifier ses exportations. Exporter, c'est bien, exporter intelligemment, c'est mieux. Et ce sera en complément de ce qu'a dit Fabrice en premier lieu. Assurer ces formalités, voilà. De quoi parle-t-on? Donc il y aura quelques points de vocabulaire. Pourquoi du vocabulaire? Parce que Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Quand vous nous saisissez, quand vous posez une question à la douane, que ce soit nous ou bien que ce soit les collègues à l'international, le problème, c'est que vous n'avez pas le vocabulaire adéquat. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. C'est simplement que nous, on a une manière de dire les choses qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas celle du grand public. Et on perd du temps, on perd de la qualité de l'information quand vous nous posez des questions, quand vous nous interrogez. Et en fait, on voudrait que l'on parle tous le même langage sur la douane, en tout cas. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous dépatouiller, de comprendre les logiques. Un petit mot sur l'EORI tout de suite. C'est un indispensable. Jusqu'à présent, il fonctionnait sur le SIRET. Depuis 2023, il y a un projet de réforme de l'Union européenne qui désormais, l'EORI sera sur le SIREN. L'EORI SIRET va disparaître. Je ne sais pas quand précisément, je ne peux pas vous dire, mais il va disparaître. Courant 2026-2027. Donc, on dépose sa demande sur Soprano via son compte ProDouane. Attention, ce n'est pas une modification, c'est un nouveau numéro. Donc, il faut le déposer soi-même.
c'est un indispensable pour l'export, de toute manière. Si vous ne l'avez pas, votre transitaire va vous demander et vous ne l'aurez pas, et donc pas d'exportation. Emballer, c'est peser. Ensuite, les 3 points suivants, espèce, origine, valeur et les incoterms, ce sont les fondamentaux. C'est le triptyque douanier, c'est le b.a.-ba de la douane, ce sont les informations dont vous devez vous assurer avant de partir à l'export. Concomitamment à l'origine, vous avez les justificatifs de l'origine préférentielle. Ça va vous intéresser parce que c'est une astuce pour diminuer le prix que vous pouvez facturer à vos clients. Et enfin, on n'oublie pas son quitus fiscal. Pourquoi? Vous êtes des sociétés, des collecteurs de TVA, et donc le quitus fiscal, c'est ce qui va vous permettre d'exonérer de TVA votre vente à l'export. Donc, c'est super important. Et bien sûr, au niveau des incoterms, écarter l'exwork, ça, c'est un impératif. Nous, à la douane, on est en croisade contre l'exwork. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous le dirai ultérieurement ou pendant les questions, si jamais j'ai oublié. Mais de quoi parle-t-on? Comme je vous le disais tout à l'heure, le vocabulaire, c'est super important. Une importation, une expédition, une introduction, une expédition, ce n'est pas la même chose. On part toujours du principe franco-français. On part du point de départ de la marchandise. Plutôt, on part du principe que c'est vous l'acteur central. Si ça vient, c'est une importation. Si ça part, c'est une exportation. Et là, on parle de grand export. Donc, en dehors de l'Union européenne. Si on est en intra-communautaire, introduction, expédition. Les documents ne sont pas les mêmes, les réglementations ne sont pas les mêmes. Si déjà, avec ça, vous savez où vous êtes, on est très très bien parti pour votre export, en tout cas pour le réussir. De la même manière, espèce, origine, valeur. L'espèce, la nature juridique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites une déclaration en douane, la déclaration en douane est un acte juridique qui vous engage et qui peut vous être opposable. Une mauvaise déclaration en douane, ça peut être des sanctions. Donc, on fait très attention quand on remplit sa déclaration, avec notamment le code douanier. Je pense que vous le connaissez par cœur, 22 04 10 11 00. Ça, c'est le code TARIC. Les 6 premiers chiffres sont communs à l'ensemble des pays de l'OMD, l'Organisation mondiale de la douane. On est à peu près à 180-190 pays membres, les 6 premiers. L'ANC, ce sont les 8, c'est pour l'Union européenne, ce qui veut dire que l'ensemble des pays de l'Union européenne ont toujours le 22 04 10 11. Et enfin en France, on a rajouté un échelon supplémentaire avec le code TARIC, le 00. L'origine. L'origine, c'est ne pas confondre avec la provenance. C'est le lieu de création de la marchandise. C'est super important. Pourquoi? Parce qu'il ne peut y avoir de champagne qu'en Champagne, en ce qui vous concerne. Comme c'est une AOP, vous avez énormément de chance. Il ne peut pas y avoir de champagne made in Chili ou made in Japon. C'est super. Et enfin, la valeur. Alors, la valeur, c'est l'assiette qui va servir à calculer les droits et taxes. Le fondamental, c'est la valeur facture. Ajuster le cas échéant des frais de transport et d'assurance en fonction de l'incoterm choisi. Je reviendrai un tout petit peu plus tard. Tout à l'heure, je vous parlais d'origine. Les accords de libre-échange font en sorte qu'il y ait une petite distinction à faire. L'origine non préférentielle et l'origine préférentielle. L'origine non préférentielle, la première, c'est la gauche, c'est la règle générale. Toute marchandise a une origine non préférentielle de la même manière que tout être humain a une nationalité, en théorie. C'est ce qui va déterminer les droits de douane, les mesures anti-dumping, les embargos, etc. Et parfois, il va y avoir un accord de libre-échange signé au hasard avec l'Inde, au hasard avec l'Amérique du Sud. Et cet accord de libre-échange va prévoir que pour certaines marchandises, les droits de douane sont nuls, ou en tout cas diminués. Et attention, uniquement les droits de douane. Il peut toujours y avoir de la fiscalité derrière. La TVA, ce n'est pas des droits de douane, c'est de la fiscalité. Donc attention quand vous exportez. Cette origine préférentielle, c'est une origine bonus. Donc il faudra pouvoir la justifier. Comment on la justifie? Excellente question. Vous avez diverses possibilités, vous avez divers justificatifs.
Les deux principaux qui sont les plus intéressants pour vous, ce sont les deux premiers, les certificats, les attestations. Connaissance de l'importateur, pour vous, ce n'est pas intéressant. Certificat EUR1, c'est un consommable à acheter auprès des chambres de commerce et d'industrie. À chaque fois que vous faites une déclaration, que vous utilisez un EUR1, il dégage. Il faudra en racheter un autre pour une seconde opération, et ainsi de suite. La seconde possibilité, c'est la déclaration d'origine sur facture, la DOF. C'est vous-même qui allez dire « Je sous-signais en tant qu'exportateur, certifie que sauf indication contraire, ma marchandise bénéficie de l'origine préférentielle tant ». Alors, la forme de la phrase est toujours la même. Le fond peut changer selon l'accord signé entre l'Union européenne et le pays ou le groupe de pays. Donc, toujours aller voir sur douane.gouv la teneur de l'accord. C'est super important. Parce qu'en fonction du pays vers où vous exportez, certains seront plus ou moins regardants sur la phrase, la déclaration que vous allez apposer sur votre document commercial. Et plus précisément, sur la déclaration d'origine sur facture, il y a encore une autre subtilité. La plupart du temps, jusqu'à 6 000 €, vous pouvez faire une déclaration d'origine sur facture tout seul. Ce sera toujours la même phrase, mais vous pouvez le faire tout seul. Au-delà de 6 000 €, il est peut-être nécessaire de disposer du statut d'exportateur agréé ou d'exportateur enregistré, que vous connaissez également sous le nom de REX. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, pour la Corée du Sud ou la Suisse, c'est l'EA. D'accord? Pour un pays, au hasard, je vais dire une bêtise. Pour l'Afrique du Sud, ça peut très bien être le REX. Comment on fait la demande? La demande de EA, c'est une demande papier. La demande de REX, c'est sur Soprano. Si vous souhaitez avoir ces demandes, vous nous envoyez un mail, on vous dit comment faire. C'est simple, c'est vraiment très simple à faire. Ça va vous prendre 1 à 2 heures et vous serez tranquille. Bien sûr, si pour un premier export, vous mettez juste un seul pays, vous pourrez faire un avenant ultérieurement pour ajouter un autre pays et encore un autre. Nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vous mettez tous les pays concernés par l'EA ou tous les pays concernés par le REX dès votre première demande et vous êtes tranquille, tout simplement. Les incoterms, qui fait quoi? Alors, comme on disait, plutôt comme je le disais, on évite, s'il vous plaît, l'exwork et on favorise le FCA. L'incoterm, c'est ce qui va déterminer entre vous qui êtes vendeur et votre client qui va être votre acheteur, qui a la responsabilité de faire quelle opération. Entre le chargement, les formalités douanières, le préacheminement, le transport principal, le déchargement, la partie import et la conduite de la marchandise jusqu'aux locaux définitifs. En fonction de l'incoterm choisi, vous avez plus ou moins de responsabilités, mais votre prix sera plus ou moins important. De la même manière que nous, on ne veut pas que vous fassiez de l'exwork, on vous déconseille également le DDP, le dernier. Pourquoi? À moins que vous ne soyez extrêmement fort, très doué, ce qui est tout à fait possible, vous allez vous heurter à un moment à un écueil qui est la partie douane de l'autre côté. La douane chinoise, par exemple, au hasard, c'est une autre paire de manches que la douane française. Ce sont des pratiques, ce sont des coutumes, ce sont des réglementations que vous ne connaissez pas nécessairement. Si vous vous engagez sur un DDP, bon courage à vous, sincèrement. Et de la même manière, la douane française ne pourra probablement pas vous aider. La douane française est compétente pour la douane française et Union européenne. La douane étrangère, on peut vous présenter les théories, les idées, les notions, les concepts. Nous ne sommes pas habilités à vous donner des conseils réglementaires sur ces points-là. Je préfère être très clair tout de suite. Le contexte américain, donc les mesures applicables à compter du 5 septembre. J'ai repris la date du 5 septembre parce que c'est le moment vraiment où tout a basculé, j'ai envie de vous dire. Sauf que, retournement de situation en février. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour suprême a statué sur la décision de Donald Trump de mettre un taux de droit de douane à 15%. Cette décision initiale était motivée par un péril industriel américain.
La Cour suprême a statué que ce n'était pas le cas. Néanmoins, il était dans les pouvoirs du président d'appliquer un taux de droits de douane allant jusqu'à 15%, pour l'instant c'est 10. Cependant, ces mesures ont jusqu'à 150 jours pour être examinées à la suite par le Congrès. Ce qui veut dire que vous avez une visibilité. Bon, c'était en février, on est mi-mars, c'était à peu près un mois. Il vous reste à peu près 120 jours pour voir venir. 120 jours, c'est très court. À vous de voir. Dernier point sur les États-Unis. 2 choses. Il est vraiment impératif que vous ayez un contact local. Pourquoi? Au mieux, un cabinet juridique, parce que les anglo-saxons fonctionnent extrêmement avec le contrat. L'interprétation contractuelle, c'est une de leurs spécialités. Donc, il faut pouvoir maîtriser la réglementation locale. Deuxième point, si vous comptiez faire un contournement par le Canada ou le Mexique, qui eux ne sont pas concernés par ces droits de douane américains, ces droits additionnels, ce n'est pas possible. Ils sont fondés sur l'origine. Et comme je l'ai dit auparavant, il ne peut y avoir de champagne qu'en Champagne. C'est bien, vous suivez. Merci. Donc, on vérifie les taux sur Access to Market. Access to Market, c'est un site qui est vraiment bien fichu, qui est fait par l'Union européenne. Vous rentrez le code SH, vous rentrez le pays d'exportation, le pays d'importation, et voilà ce que ça vous donne. Vous avez les 10% de valeur FOB en droit additionnel. C'est donc les fameux 10% dont je parlais préalablement, établis à la suite de la disparition des 15, à la suite du 20 février. Et d'un autre côté, vous avez le HTS. Le HTS, c'est quoi? C'est l'almanach douanier américain. Et là, vous avez les codes. Et la dernière section vous renseigne les codes à mettre sur votre déclaration d'importation de l'autre côté pour marquer que votre marchandise est soumise à ces fameux 10% supplémentaires, tout simplement. Mais on vérifie quand même les taux pour voir s'ils ont été mis à jour ou pas. Petit point également, la douane française a fait du super boulot, il faut le dire, parce que directement à la suite de la décision de février, toute la page États-Unis a été mise à jour avec des explications extrêmement claires, qui sont bien plus que les miennes. Et donc, on reste informé sur la Direction générale du Trésor, qui, comme la douane, fait du super boulot sur le suivi des actualités américaines. Et donc, de la même manière, il y a un jeu de questions-réponses sur j'envoie aux États-Unis, qu'est-ce que je dois faire, combien ça va me coûter, quelle réglementation je dois envisager, etc., etc., etc. Donc, vraiment, c'est vraiment bien fichu. Diversifier ses exportations. Pourquoi? Ce qui est fantastique, c'est que l'Union européenne, comme elle a signé énormément d'accords commerciaux, 44 accords, 76 partenaires. Le tableau n'est pas à jour, vous le voyez, parce que le Mercosur, en l'occurrence, il est en place, contrairement à ce qui est noté sur le tableau. Bon, c'est pas grave. Néanmoins, tous les pays ne sont pas intéressants. J'ai choisi de vous présenter donc l'ASEAN, donc l'accord de libre-échange en Asie du Sud-Est. Pourquoi? C'est un marché qui, à la fois, est relativement tranquille, relativement sûr, en un sens, et dans un deuxième temps, où il y a une demande qui est en légère accélération. Vous le verrez pourquoi. Et troisième point, ce sont des accords qui ont été récemment signés. Donc, on est sur du système REX et non pas EA, et c'est relativement plus simple pour vous à demander. De la même manière, dans l'Union européenne, si jamais vous préférez l'Union européenne pour l'instant à la zone asiatique, donc grand export, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, ça peut être également intéressant pour vous. En fonction de ce que de votre client, soit un particulier, soit un professionnel, vous avez des documents, des statuts particuliers éventuellement à demander si vous vendez en droit acquitté ou en droit suspendu. La présentation, je pourrais la transmettre à M. Millard si vous le souhaitez. Et bien sûr, l'ensemble des accords est disponible sur douane.gouv et vous voyez l'accord, plutôt quel pays, le texte et le justificatif
comme je disais préalablement, entre, vous savez, EUR1, EA, REX, etc. C'est très clair. Voilà, donc pourquoi est-ce que je parlais de l'ASEAN? Parce que c'est des accords qui ont été signés récemment. Vous voyez, le Vietnam, ça a été signé en 2020. En 2020, à droite, vous voyez qu'on était à 43,7% de droits de douane. C'est énorme. Puisque ensuite, vous avez également la TVA à acquitter. À ce jour, on est à 6,2. L'année prochaine, on sera à 0%. Donc, on a vraiment une région qui est en pleine évolution, qui peut vous permettre voilà, d'exporter du champagne sans trop de difficultés. Hop là. Enfin, un petit point sur nous, la douane, dans votre DR, en somme, qui sommes-nous finalement. Vous avez différents services, différents acteurs auxquels vous adressez en fonction de votre demande. Et j'insiste. Si votre demande concerne le parcellaire, concerne Gamma 2, concerne le champagne, je dirais partie viticulture, partie contributions indirectes, c'est-à-dire tout avant l'export, l'interlocuteur à privilégier sera votre bureau gestionnaire à Épernay. Est-ce qu'il y a des gens de l'Aube ici? Non, très bien. Sinon, j'aurais dit le bureau Bar-sur-Seine, pardon. Je vais dire Bar-sur-Aube. Nous, à la direction régionale, nous nous occupons véritablement de la partie export. On peut intervenir pour vous aider dans vos procédures sur Gamma 2, sur Delta, mais uniquement sur des points très précis, des points très techniques. Je préfère être très clair. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop sapé le moral, ne pas avoir été trop agaçant, trop paternaliste. Vous avez nos coordonnées qui sont affichées en QR code et je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.